Bonjour à tous et bienvenue dans cette session qui s'appelle Controverse. Et le sujet, c'est le dollar, l'hégémonie du dollar est-elle en question? Sujet de grande actualité, pas besoin de vous faire de dessin. Je vais vous présenter dans peu de temps, très peu de temps, nos deux invités. Je voudrais, avant peut-être de les présenter, dire quelques mots sur le sujet, sans être trop long. Je dis, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des tas de sujets liés au dollar et au rôle de la devise américaine. Un premier sujet dont j'imagine on va parler concerne l'évolution du taux de change du dollar. Monsieur Trump joue la baisse du dollar. Et effectivement, le dollar a baissé d'à peu près 10% depuis 2 mois. On a tendance, nous, ici, en France, en Europe, à raisonner sur la parité euro contre dollar. Bon, pour nous, la principale parité, aujourd'hui, l'euro vaut 1,17 $. Il y a 2 mois, il valait 1,07 $. Donc, jusqu'où peut aller la baisse du dollar et la montée de l'euro? Sujet important pour nous. Il y a un deuxième sujet dont on va parler, c'est le débat dollarisation, dédollarisation ou pas dédollarisation. Le rôle international du dollar, l'essor de l'euro, l'essor de la devise chinoise, le yuan, peut-être parler d'autres monnaies, et puis on dira un mot pour terminer, si vous voulez bien, d'une question également d'actualité, les cryptos, l'essor de ce qu'on appelle les stablecoins, qui est une question qui agite aujourd'hui la grande presse et pas uniquement les spécialistes. Voilà, je ne suis pas exhaustif, ce n'est pas à moi, en quelque sorte, à faire les conférences, c'est à moi juste à lancer un peu le débat. Nous avons 2 invités de marque, je les présenterai successivement. On va commencer avec M. Martin Redrado, à mes côtés, qui a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à Buenos Aires, qui est un économiste de formation. Nobody is perfect, comme j'ai tendance à dire. Merci. Voilà, ou des formations, et qui a été gouverneur de la Banque centrale d'Algérie. Donc, quand il parle de monnaie, de politique monétaire et de taux de change, il sait de quoi il parle, notre ami Martine. Voilà, aujourd'hui, il est à la tête d'un think tank économique à Buenos Aires et il s'occupe de fonds d'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui a une stature internationale. Pas besoin d'insister. Je présenterai Pierre Gramigna tout à l'heure. Rassurez-vous, Pierre. Martine, 6-7 minutes max pour démarrer. Il va parler français. Bravo. Merci. Merci à tous. C'est un vrai privilège pour moi d'être ici avec vous. La situation du dollar est très actuelle parce que, comme vous avez dit, la monnaie américaine s'est dévaluée presque 11% vers l'euro et vers la majorité des monnaies internationales. Alors la presse, spécialement la presse internationale, se demande si c'est la fin du dollar ou c'est finalement l'émergence des autres monnaies qui peut remplacer les dollars. À mon avis, il y a une faiblesse très importante dans la politique économique de l'actuelle gestion américaine, spécialement la question géopolitique en termes de la concurrence entre la Chine et les États-Unis. Et on doit parler de géoéconomie maintenant parce qu'il y a beaucoup de termes ou de sujets de sécurité qui se mêlent se mélangent avec des questions économiques et des questions monétaires. Alors, si on parle premièrement du dollar, est-ce qu'on va voir ce que sont son avantage? Les marchés américains continuent à être les plus profonds en termes d'obligations, en termes de dettes du Trésor américain. Malheureusement, quand même, le 21 mai, il y a une auction d'obligations de Trésor du Trésor américain et l'obligation des 20 ans, il a sauté en taux d'intérêt de presque 100,047%. Ça veut dire que le marché international
voit les dollars comme une monnaie plus risquée qui était en avant, spécialement par le développement de la dette et le développement fiscal que les États-Unis ont dans les dernières années, et particulièrement dans ces moments après l'approval de passer de la loi, ce que M. Trump appelle beautiful, la belle loi des taxes qui fait un défi pour les États-Unis du point de vue fiscal. Non? Maintenant, les États-Unis ont une dette de 117% du PIB et ça monte maintenant. Alors, premièrement, le défi du dollar, c'est de soutenir les auctions pour financer les déficits publics. Alors, si on a la première faiblesse, c'est premièrement de soutenir ce taux d'intérêt dans un moment où le marché international aperçoit le dollar ou les marchés des capitaux des États-Unis comme plus risqués. Alors, premier défi pour les États-Unis, la dette, la soutenabilité de la dette en face, mais quand même, les marchés des capitaux américains, ce sont les plus profonds du monde. Alors, quand on parle de la liquidité, quand on parle de l'instabilité, spécialement des bons américains, il n'y a pas la comparaison autour du monde. Mon collègue de Luxembourg, il va parler spécialement de l'euro. Et l'euro a un soutien de stabilité, spécialement sur les soutiens institutionnels de la Banque centrale, de l'European Central Bank, spécialement parce que les buts d'inflation qu'il a eu et aussi il a supporté des crises. L'euro, par exemple, les crises de la dette de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce. Et je me rappelle un petit conférence que j'ai eue avec mon ami Jean-Claude Trichet en 2010. Et je parlais de la faiblesse de l'euro, qu'il n'y a pas une communauté fiscale, qu'il n'y a pas une communauté tout à fait bancaire, qu'il n'y a pas des règles de supervision, des règles fiscales qui sont toutes communes à la Grèce ou l'Allemagne. Il m'a dit, Martin, à un moment, l'euro, c'est un projet politique. Il m'a dit, alors, toutefois que l'euro a des problèmes, on a vu aussi avec M. Draghi, quand il a dit « whatever it takes », on a vu la soutenabilité de l'euro qui a surpassé les moments de crise. Mais il y a une stabilité en termes de réserves. Si on voit les réserves mondiales des banques centrales, par exemple, et quand même qu'il y a une descente des réserves en termes des dollars, il était 70% dans l'année 2000 et maintenant c'est 59% de réserves du Banque centrale du monde qui sont en dollars. L'euro c'est presque pareil, en 20%. Alors il n'y a pas à ce moment un vrai défi pour les dollars. On va voir si c'est quand même la faiblesse du dollar qui nous attirons à des différentes monnaies comme l'euro. Mais on va voir, à mon avis, on est en présence d'un système multipolaire de monnaies où on voit aussi des fonds d'investissement, premièrement, faire des investissements dans des monnaies qui sont proches aux matières premières. Par exemple, les dollars australiens, par exemple, les dollars canadiens. Par exemple, les dollars néo-zélandais. Ça veut dire des économies qui sont soutenues par des matières premières, alors ils sont en proxy de matières premières. Finalement, un petit mot sur le yuan, sur les RMB. Moi, mon expérience a été que la Banque populaire de la Chine, il y a une vision d'internationalisation bilatérale, avec des swaps commerciaux avec maintenant une quarantaine de pays. Je me rappelle aussi une petite histoire personnelle, quand nous étions dans la 50e anniversaire de la Banque centrale de Malaisie. J'ai eu une panel comme ça avec le président de la Banque centrale de la République populaire Chine, c'était Su Zhijuan.
Et quand on a fini, on a fait un petit déjeuner informel. On parlait, c'était février 2009, le monde tombait complètement. Elle dit que sont vos principaux défis. Elle me dit l'internationalisation du yuan. Et j'étais en train de le faire en termes bilatéraux. À ce moment, il y avait 10 accords de swaps avec des autres pays de l'Asie. Et j'avais dit, pourquoi pas avec le premier pays de l'Amérique latine, c'était l'Argentine. Pour moi, c'était un moment très important pour montrer la force des actifs de Banque centrale, des réserves de Banque centrale vis-à-vis les flux de capitaux qui venaient et sortaient des pays émergents. Et alors, en 2 mois, nous avons signé un accord pour avoir des swaps, un swap avec l'Argentine. Mais dans ces conversations, il était clair pour moi que la Chine n'ouvrira jamais la compte de capitaux. Ils n'ont pas aucun désir d'ouvrir la compte de capitaux. Ça veut dire que le yuan ne sera jamais convertible. Pourquoi? Parce que les autorités chinoises ne vont pas qu'il y a des étrangers, des flux de capitaux qui fait apprécier ou déprécier sa monnaie. Ils ont une politique des taux d'échange il y a des fluctuations, mais des fluctuations très étroites. Si on voit de différentes crises, entre 6,50 yuan per dollar ou 7 yuan 15, alors ça, c'est les principales faiblesses du yuan quand on voit. Alors, c'est pas la forteresse, c'est pas les dollars qui peuvent se soutenir, mais c'est des autres monnaies qui ne peuvent pas les remplacer. Bien, merci beaucoup et on reviendra forcément rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur des points que vous avez abordés tout à l'heure. Pierre Gramegna est un diplomate au départ. Je sais que vous tenez à cette dénomination qui est glorieuse. Vous avez été ministre des Finances du Luxembourg et vous êtes aujourd'hui à la tête du mécanisme européen de stabilité qui a joué un rôle très important au moment de la crise qu'évoquait Martine, la crise grecque et autres à partir de 2010. La Grèce a été sauvée en grande partie grâce à vous. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais elle a été sauvée en grande partie grâce à vous. Merci d'être avec nous. Donc, le débat est ouvert, mais on vous attend quand même surtout pour nous parler un peu de l'avenir de l'euro. Absolument. Merci Christian, merci Martine pour les explications. Tout ce que tu as dit, j'y souscris, donc je ne vais pas le répéter. Tu as dit la phrase de Mario Draghi, « Whatever it takes », on fera tout ce qu'il faudra, quoi qu'il en coûte, pour ancrer l'euro, pour le crédibiliser. Et ça a été fait. Et la création du mécanisme européen de stabilité est le résultat de ça. Donc nous sommes l'instance de dernier recours qui protège la zone euro lorsque des pays sont en difficulté. Nous avons cette année fait un bénéfice d'1,8 milliard et nous avons une capitalisation de 81 milliards d'euros. Nous sommes l'institution financière internationale la plus capitalisée au monde. Donc, whatever it takes était sérieux. Alors, nous constatons la faiblesse du dollar. Nous pouvons avoir l'impression que le président américain croit pouvoir imposer au monde entier tout ce qu'il veut, réduction de la coopération internationale, mise en échec de l'état de droit, non-respect des traités internationaux. Mais tout ça a aussi amené quoi? Une économie américaine qui a un taux de croissance plus bas que ce qui était prévu. C'était prévu 2,8, ça va être 1,7 et d'autres disent même moins de 1,5. Donc en fait, il nuit également à sa propre économie. Deuxièmement, avec l'annonce des tarifs très élevés, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés financiers ont commencé à douter du dollar ou à douter de la force et du rôle pivot que joue le dollar. C'est quand même un événement qui ne s'était jamais produit et donc c'est à prendre très au sérieux. Alors je donne les arguments qu'il faut connaître. On n'avait jamais vu la bourse s'écrouler et en parallèle
le marché des obligations s'écrouler et les taux d'intérêt du dollar augmenter. C'est unique dans son ampleur et donc c'est fondamental. Et Martin a parlé du 27 mai où donc les taux d'intérêt ont augmenté d'un coup d'1%. Donc ça veut dire que les marchés financiers, même s'ils aiment beaucoup les politiques américaines et sont conscients de cette importance, se rendent compte qu'il y a là des dangers. Donc il y a une opportunité pour l'euro, qui est la deuxième monnaie internationale la plus importante. Nous représentons 20%, alors que notre économie, par rapport au reste du monde, a baissé au cours des dernières années. Et donc, il y a eu de la fuite des marchés hors du dollar au rythme de 20 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, alors que dans les 40 trimestres précédents, il y avait une augmentation de 20 à 40 milliards par trimestre. Donc, il y a un phénomène. Est-ce que ça veut dire que c'est une opportunité pour l'Europe et pour l'euro? Oui. Christine Lagarde l'a dit à plusieurs reprises au cours des derniers jours, j'y souscris, mais nous n'avons pas la profondeur, la liquidité qu'a le dollar, point numéro 1. Point numéro 2, nous ne sommes pas suffisamment unis, nous avons pratiquement 27 marchés des capitaux qui sont fragmentés. Donc pour attirer des investisseurs étrangers, c'est pas facile, c'est pas convaincant. Donc on a à faire notre devoir à la maison, comme je dirais. Si on s'unit, si on renforce ce qu'on appelle maintenant l'union de l'épargne et de l'investissement en Europe, on pourra attirer plus de capitaux, on aura une monnaie forte. Je suis presque à la conclusion, une monnaie forte est peut-être un désavantage à court terme, mais c'est une force à moyen et long terme. Et troisièmement, si on veut augmenter le rôle de l'euro, outre faire notre travail à la maison, il y a une opportunité avec les besoins budgétaires qu'amènent avec eux les dépenses militaires qu'il faudra faire non seulement pour l'OTAN, mais même pour la défense européenne indépendante. Et tout cet argent, tous ces projets, c'est une opportunité aujourd'hui, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce qui est le plus important, c'est de faire des projets militaires ensemble, qu'il faudra financer ensemble. L'essentiel, ce n'est pas le financement des projets, mais d'agir ensemble. Et j'arrête là. Je voudrais poser à chacun de vous une question, avec une réponse courte, qu'on ait le temps de se tourner vers la salle. Je vais commencer, Pierre, par ma question sur l'union, ce qu'on appelait en 2015 l'union des marchés de capitaux, l'union de l'épargne et l'investissement. On retrouve le rapport Draghi qui dit, au fond, il y a de l'épargne en Europe, le problème c'est qu'elle ne reste pas suffisamment en Europe, et nos marchés financiers européens, je ne parle pas de Londres, Brexit, ils sont dehors maintenant. Mais je parle de l'Europe continentale. Moi, je dis que tant qu'il y a une concurrence entre Francfort et Euronext, pour être concret, c'est compliqué de faire l'union des marchés de capitaux, l'union d'épargne et d'investissement. Alors, il y a eu un texte récent sur la relance de la titrisation en Europe. En quelques mots, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire assez vite pour aller vers cette union de l'épargne et de l'investissement qui permettrait de renforcer le rôle international de l'euro? Merci Christian, c'est une question fondamentale et c'est bien de souligner que l'Europe réalise l'urgence d'agir. Il y a une volonté politique, je siège à l'Eurogroupe tous les mois, j'y serai lundi, il y a une poussée, il y a des intérêts nationaux qui sont parfois pas convergents et je pense qu'il faut une double stratégie. Une du haut vers le bas, c'est le rapport Draghi et le rapport d'Enrico Letta sur le marché unique. Les deux rapports amènent avec eux réduction de la bureaucratie. Il y a une proposition de réduction de toutes les réglementations excessives. Aussi du bas en haut, s'inspirer des bons exemples qui existent au niveau national. Je pense par exemple aux pensions par capitalisation qui sont un grand succès en Suède ou aux Pays-Bas. Donc
ne nous concentrons pas seulement sur l'harmonisation des règles, qui est très importante. On pense à un 28e régime commun qui pourrait s'inspirer. On peut être original, ça aidera beaucoup, mais soyons aussi pragmatiques de bas en haut. Et je peux vous dire que le mécanisme européen de stabilité passe son temps à essayer de mettre toutes les analyses économiques en convergence pour qu'on trouve des solutions. Merci bien. Une question pour Martine. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai quand même un problème quand tu dis les Chinois ne libéraliseront jamais, tu as dit ça, oui, leur compte capital et ne joueront jamais la carte d'un rôle international du yuan. Je rappelle les chiffres qu'évoquait, je crois, Pierre, ou que tu évoquais. Les chiffres du FMI, réserve de change des banques centrales dans le monde. Le dollar est à 57%. 59, oui. Oui, 57 sur le dernier chiffre. L'euro est à 20. À 20. Le yuan chinois est à 4 ou 5%, parce qu'il n'est pas pleinement convertible. Oui, oui, la livre sterling et le yen sont en deuxième division. Et quand on est en deuxième division en matière de monnaie, on ne remonte jamais en première, à différence du football. Donc, le yen japonais et la livre sterling ne sont plus des vraies monnaies internationales. Ça va jouer, on va vers 3 monnaies dans 10 ans, le dollar, l'euro et le yuan japonais. Pourquoi est-ce que tu peux dire que les Chinois ne libéraliseront jamais leur compte capital? Je voudrais être provocatif en termes de ma phrase, mais je vois que les autorités chinoises sont très soulignent vraiment les politiques des taux d'échange. Et alors, il ne veut pas que, comme il dit, les étrangers aient une influence sur le taux d'échange. Alors, si on voit, et les taux d'échange pour la politique économique chinoise, c'est un élément fondamental de politique de développement de la Chine. Alors, si on veut garder, si la politique chinoise veut garder un taux d'échange qui est presque fixe et sans de défi des rentrées des capitaux internationaux ou sorties des capitaux internationaux, à mon avis, ils vont rester avec ces moyens d'internationalisation qui c'est l'internationalisation bilatérale. Alors, il y a du contrôle, et ce contrôle, c'est premièrement sur les commerces. On voit que, par exemple, les transactions commerciales de la Chine, c'est fait presque 55% en yuan. Ça veut dire que si vous voulez exporter ou importer de la Chine, on peut être facilité avec des swaps de yuan. Mais en finance, s'il n'y a pas de la convertibilité, je ne vois pas que les yuan peuvent jouer un rôle comme monnaie internationale. Bon, on en reparlera après. Pour moi, c'est un problème d'analyse coût-avantage. Coût-avantage. Cost-benefit analysis. On prend 2 questions rapides. Notre ami Karim El-Enaoui, qui dirige le think tank Policy Center à Rabat. Je t'oblige à être court parce qu'on me dit qu'il reste 2 minutes. Non, le micro, je le garde. Moi j'ai une question assez simple. J'ai été banquier central, donc je connais assez bien l'esprit et la mentalité. On est dans un monde de rapports de force. Et la monnaie, aujourd'hui, fait partie des instruments de l'armement, si vous voulez. Et il me semble que continuer à croire dans la transparence, efficiency market, for perfect transparency, tout ce qui fait l'apparatus des banques centrales, vos partenaires ne jouent plus le jeu. Donc, comment vous anticipez au niveau de l'Europe un petit peu le changement quelque part de doctrine qui est un peu une aventure, je le reconnais, mais qui est là. C'est le jeu américain aujourd'hui. Pierre, forcément court. Oui, rapidement, c'est une très bonne question. Je pense qu'on vit dans un monde qui se déglobalise, un monde où la coopération internationale se réduit et donc la transparence se réduira. Et ce que les marchés financiers nous ont fait voir au cours des derniers mois, c'est que ça ne plaît pas aux marchés financiers. Les investisseurs ont envie de certitude, ils veulent connaître l'état de droit, ils veulent la transparence parce qu'ils engagent leur argent. Donc je ne suis pas certain, et je suis même convaincu que
l'avantage qu'offre l'Europe, surtout l'Europe, parce qu'on est 27 pays avec des règles communes, ce sera un fort appel vers l'extérieur, un fort appel d'air. On sera parmi les rares régions au monde prévisibles, avec une séparation des pouvoirs, une volonté de se tenir à des règles internationales, les mêmes règles. Je suis convaincu que ça nous renforcera et ça posera quelques difficultés ou limitera le rayon d'action américain vers le reste du monde. Bien, le temps est écoulé. Moi, j'aurais continué volontiers ce débat avec vous et avec la salle. Beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci à vous. Merci.